Parfait. Donc bonjour à tous. Je vais commencer l'enregistrement du cours. J'espère que tout le monde est bien connecté. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message si nécessaire. Normalement, voilà, il y a plusieurs personnes de connectées. Je suppose que c'est bon. Et donc, voilà, on tourne un peu en rond. Vous devez m'entendre. Ok. Voilà, bon, ça fait un peu de l'arsène, je vais arrêter tout de suite le streaming. Et évidemment, ça va permettre de faire ça. Alors, donc ce que je vais vous indiquer aujourd'hui durant ce cours, ça va être une introduction à la bioinformatique structurale. Et je vais vous expliquer ce que ça implique, la bioinformatique structurale. Je vais vous permettre de voir un peu le lien entre des éléments que vous voyez déjà au niveau de la séquence, au niveau de la fonction, donc des choses que vous voyez dans d'autres cours, et puis aussi des choses qui vont vous permettre de faire le lien avec les éléments actuels. Je vais couper le son parce que je crois que je ne l'avais pas fait. Et donc, je vais vous faire d'abord un petit rappel historique et une présentation de ce qu'apporte la bioinformatique structurale. Mais avant d'aller sur la bioinformatique structurale, eh bien, il faut que je vous donne des notions importantes qui sont liées à la relation entre la séquence, la structure et la fonction. Je ne vais pas vous refaire l'historique de toutes les étapes que l'on a franchies durant ce dernier siècle, en particulier ce dernier siècle, mais il y a quand même des éléments importants que je vais vous présenter. Ensuite, je vous dirai où on peut trouver les informations qui sont en lien avec la bioinformatique structurale, la biologie structurale, comment on peut étudier un certain nombre de choses. Je vous donnerai aussi des liens, donc quand on a des questions spécifiques qui sont en lien avec ce qu'on va faire en L3, hein, c'est les conséquences fonctionnelles par exemple. Je vous donnerai aussi quelques petits éléments pour aller plus loin que je vous donnerai à faire en distanciel. Et enfin, je vous parlerai du SARS-CoV-2, je ne l'ai pas mis dans le plan, mais bon, je vous l'ai annoncé, je vous donnerai quelques notions. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que on n'aura peut-être pas trop le temps, mais on aura le temps d'en discuter un tout petit peu, je pense, ensemble. Et on pourra répondre aux questions, enfin je pourrai répondre aux questions de ceux que ça intéressera, il n'y a pas de souci. Alors, le diagramme que je vous présente, je ne peux pas trop bouger, je suis désolé, vous représente un peu l'évolution des connaissances qui s'est déroulée. Donc, je vous ai dit les 100 dernières années, on va dire à peu près 150 dernières années. Avec une accélération qui est arrivée en particulier depuis la fin des années 80. Donc je vous ai remis ici quelques éléments essentiels, comme tout d'abord la découverte des premières lois de l'hérédité par Gregor Mendel, la description des constituants élémentaires de la matière, donc un gros travail qui a été fait par les chimistes pour découvrir la structure des acides nucléiques, des acides aminés, des sucres, des lipides, etc. Donc tout l'avènement de la biochimie. Et puis on a eu la découverte en fait des lois fondamentales à partir des années 50, avec la compréhension de l'organisation de la structure de l'ADN, qui a permis de comprendre comment la vie se transmettait. Donc on avait identifié la structure de l'ADN comme étant le support de la vie, mais aussi les éléments qui étaient avec. Et puis dans le petit cadre que vous voyez ici, eh bien, vous devez reconnaître le code génétique, enfin comment on va utiliser un codon pour avoir la traduction des protéines et donc quelle est la correspondance qu'on va avoir entre 3 lettres, 3 acides nucléiques et puis un acide aminé. Donc là, on a mis presque 100 ans pour obtenir ça, entre la découverte des lois fondamentales, et je n'ai pas mis Darwin, mais j'aurais pu mettre Darwin ici dans la découverte des lois fondamentales qui gouvernent l'évolution des espèces. Et à partir des années 70, vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup plus de schémas qui sont présentés. Donc on a par exemple la découverte des enzymes de restriction qui vont révolutionner le domaine, qui vont permettre de commencer pour la première fois à avoir le contrôle sur la structure des gènes et des génomes. Et donc à partir de ça, eh bien, vous avez la mise en forme de ces découvertes basées sur des éléments fondamentaux pour arriver à de la biotechnologie telle que vous la connaissez maintenant. Donc les bases de la biologie moléculaire datent des années 70. Et on a par exemple l'apparition des premiers séquençages qui arrivent, l'apparition des premières méthodes de PCR, donc de réplication de l'ADN à très grande échelle. Et puis on a commencé donc à décrypter le génome dans les années 80.
Donc chaque équipe commençait à déterminer à quel gène pouvait avoir quel rôle, quelle protéine était associée à quel gène, etc. Donc on a eu la découverte beaucoup plus fine de ce qu'on avait déjà déterminé bien avant, la structure des chromosomes et puis l'emplacement d'un certain nombre de gènes. Et il y a eu un effort très important qui a commencé à être mis en place pour aller chercher quel gène joue un rôle à la fois dans un mode de fonctionnement normal, mais aussi dans un mode de fonctionnement pathologique. On a découvert les grandes familles de gènes à ce moment-là. Les premières qui ont été découvertes, on fait partie de la famille RAS, et c'est des mutations dans ces protéines vont entraîner des cancers quasiment à coup sûr. Donc tout ça, ça a été un projet qui a correspondu à des recherches individuelles de laboratoires ou à petite échelle, financées sur projet. Il y a eu un effort qui a été fait pour transformer ces travaux individuels, avec des équipes qui parfois étaient en concurrence sur les mêmes gènes, etc., pour essayer de mieux se répartir la charge de travail, parce qu'elle est colossale. Et donc vous avez la naissance du consortium Human Genome Project, qui a été initialement mis en place aux États-Unis à partir de 1987, mais qui a vraiment commencé à prendre son envol à partir des années 90. Et vous voyez que tout ce que je vous ai montré avant, ça a représenté plus de 100 ans. Et le petit encart qui est présenté en bas, que je vais détailler rapidement, eh bien, représente, lui, à peine 15 ans. Donc, à partir du moment où il a été décidé de synchroniser les efforts pour séquencer le génome humain, eh bien, chaque pays dans le monde a pris en charge le séquençage d'un chromosome avec donc la mise en place de technologies de pointe et donc était basée sur des gènes. Vous avez vu le séquençage de Sanger et de Maxam et Gilbert. Vous allez le voir si ce n'est pas encore fait. Et donc, à partir d'échantillons qui ont été identifiés dans différentes populations, il a commencé à avoir le séquençage à grande échelle, donc non pas d'un gène mais d'un chromosome. Et puis vous voyez qu'on a commencé à avoir des premiers gros travaux qui sont arrivés pour aller chez des espèces qui nous étaient propres, qui nous étaient proches. Donc par exemple, avec la recherche sur des bactéries, et puis vous voyez qu'on commence à initier le projet sur la souris, puis ensuite chez donc, des bactéries Saccharomyces cerevisiae, qui est donc la bactérie qui nous sert à faire du pain ou la levure. Ensuite, un ver, le nématode, donc, qui est un point central dans l'évolution, qui est un animal modèle, donc Ceranobititis elegans. Et puis on est arrivé donc, à la fin des années 90, début des années 2000, au premier génome. Donc on a les génomes de plantes aussi, je n'ai pas parlé d'Arabidopsis mais Thalenum, vous la voyez ici. Et puis on arrive au premier événement fondateur de la compréhension du génome humain, qui est le premier brouillon, on appelait ça le draft du génome humain, c'est-à-dire l'ensemble des gènes avec la plupart des bases qui étaient disponibles, pas complètement annotées, pas complètement disponibles, mais au moins on avait le schéma global. Et donc vous avez ici vraiment les premiers papiers qui indiquent, voilà, regardez, on a séquencé le génome humain avec une partie faite par une entreprise privée et puis une partie par les laboratoires publics. Et puis on a ensuite eu une accélération pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire ces lettres, qu'est-ce que ça impliquait. Donc je ne vais pas aller trop loin dans tout ça parce que l'histoire est très longue et puis il y a plein de choses. J'ai essayé de vous mettre plusieurs liens à chaque fois qui vous amènent vers des choses beaucoup plus complètes avec soit des textes à lire, soit des vidéos. Donc n'hésitez pas à les consulter parce que c'est notre histoire et c'est vraiment quelque chose qui est un projet fantastique. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ces approches-là? Eh bien on a une révolution. On a une révolution qui s'appelle le Next Generation Sequencing. Donc on est passé d'une technologie où il fallait faire du séquençage sur gènes, donc les années 80, les années 90, on faisait à l'ancienne, il fallait utiliser des gels que l'on coulait, il fallait faire migrer des nucléotides qu'on marquait ou qu'on révélait par des colorants, et donc on arrivait comme ça à faire le séquençage, mais on allait doucement, on allait très lentement. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu un appel pour dire on va, au lieu d'avoir un seul génome qui n'est pas représentatif de la population, mais qui est en fait un sous-échantillonnage d'un endroit particulier, il va falloir avoir la diversité humaine maintenant. C'est bien d'avoir pour une personne, mais en fait, il faut prendre la complexité humaine dans son ensemble pour pouvoir traiter des pathologies qui sont spécifiques de différents endroits, de différentes ethnies. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez l'élément qui est en bas, là, je reprends 2001, puis ensuite 2003, enfin 2002, 2003, 2004, etc., eh bien on était encore sur un coût qui était estimé pour un génome d'environ 100 millions de dollars. On estime que le travail colossal qui a été fait pour
établir le premier génome, ça a représenté environ 3 milliards de dollars, donc 3 milliards d'euros si vous voulez. Donc c'est un coût faramineux, le temps que ça a pris et le coût que ça a représenté. Et puis avec l'apparition de ces techniques de séquençage, eh bien, les coûts se sont drastiquement effondrés. C'est la courbe que vous voyez ici. Vous voyez qu'à partir de 2007, là, donc en 2007, il y a un appel pour dire on va faire le Human Genome Project, mais cette fois-ci avec 1000 génomes, pas un, mais 1000, pour avoir une meilleure diversité, un meilleur échantillonnage. Et donc, si on avait suivi uniquement l'évolution des techniques, que vous voyez par la loi de Moore, qui est déjà très impressionnante, hein, avec un doublement des performances tous les 18 mois, eh bien, on voit qu'on a vraiment eu une cassure dans les technologies qui ont fait que c'est devenu extrêmement peu cher d'avoir un génome. On est arrivé très vite à des coûts qui étaient autour de 10 000 $ le génome, voire 100 000 $. Vous voyez, on est passé en quelques années de 100 000 à 10 000. Ce qui veut dire que le projet 1000 génomes au début, qui aurait dû durer plus de 10 ans, en fait, en 2 ans, il a été résolu. Grâce à ces séquenceurs, les équipes dans le monde ont investi massivement dans ces technologies, et donc on a pu faire des génomes à très très grande échelle, beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé. Donc je ne vous ai pas mis tous les chiffres ici parce que ça aurait fait trop. Je vous ai encore mis un certain nombre de liens qui sont là, y compris celui qui permet d'avoir ici. Mais maintenant, vous voyez qu'on estime que le coût d'un génome, il est autour de 1000 $ pour obtenir un génome, et vous pouvez obtenir votre génome complet pour en fait beaucoup moins que ça en réalité. Et ça, c'est un coût complet, c'est-à-dire que ça prend le coût de l'équipement, le coût de la personne qui le fait tourner et le coût de l'entretien. Mais c'est pour ça que ça ne diminue plus beaucoup. Mais ça veut dire que pour un génome donné, si vous allez à l'hôpital, eh bien, on peut vous séquencer votre génome si les conditions le requièrent. Alors, la contrepartie de l'évolution de cette technologie, c'est que ça génère énormément de données. Je vous donne ces chiffres pour que vous les ayez en tête. Un génome brut qui sort d'un équipement dit NGS, donc Next Generation Sequencing, c'est environ 200 gigaoctets de données. Donc c'est une quantité très très impressionnante de données. Alors évidemment, ça se compresse très bien parce que ce sont des données qui sont relativement simples, il n'y a que 4 lettres. Hein. Mais ça représente quand même 1 gigaoctet quand il est compressé. Et le génome, quand on essaie de le décompresser pour l'utiliser ne serait-ce que sur son ordinateur, mais vous ne pouvez pas le charger. Déjà concrètement, on est bloqué par des problèmes très très simples. Vous voulez ne serait-ce que lire le génome d'un humain, vous ne pouvez pas le faire sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, vous n'avez pas assez de mémoire pour le lire. Voilà très concrètement des problèmes qui se posent. Alors les données sont tellement gigantesques qu'on a beaucoup de mal à se représenter. Les chiffres que je vous donne sont peut-être un petit peu en retard par rapport à ce qui est maintenant, mais c'était juste pour vous donner des ordres de grandeur d'un article qui datait de 2017. Les données que représente rien que le stockage NGS, c'est 100 pétaoctets de données. Donc c'est une quantité phénoménale, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente tellement c'est important. Et pour que vous ayez bien une idée, Facebook, depuis sa création, ça représente 200 pétaoctets. Donc ça veut dire que vous prenez toutes les images, tous les likes, toutes les vidéos qui sont postées sur Facebook, ça ne représente que 200 pétaoctets. Et donc rien qu'avec ces techniques de séquençage à haut débit, eh bien il y a eu autant de données produites, alors qu'il ne s'agit que de données de génome, donc des données très basiques, hein, pas de vidéos, etc. Et puis YouTube, qui est vraiment le plus gros fournisseur de données chaque année, avec les vidéos, ça représente environ 400 pétaoctets. Donc ça veut dire que dans le stockage NGS, on a déjà un quart des données produites dans le monde. C'est vraiment une quantité très importante. Et je vous ai mis un ordre de grandeur, hein, voilà, un pétabit, c'est 1000 terabits. Et donc un disque dur, c'est en général 1 terabit. Donc ça veut dire que c'est 1 million de disques durs. Vous remplissez tout l'amphi de disques durs et voilà ce que ça représente le stockage. Et je pense que je suis même en dessous de la vérité en remplissant l'amphi, c'est peut-être même le bâtiment. Donc ce sont des quantités phénoménales, vous comprenez bien que ça veut dire qu'il faut les traiter avec des approches très très complexes. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que ça ne s'est pas arrêté au génome humain en fait. Je vous ai expliqué que le génome humain c'était important, mais qu'on avait aussi séquencé d'autres choses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses communes dans tout le vivant. Alors on le savait déjà sur certains aspects, mais à ce point-là, ça a été vraiment frappant à partir des études qui sont sorties des études génomiques. Ce qui fait qu'il y a eu des études sur 310 espèces, maintenant j'ai regardé, les chiffres sont à jour d'aujourd'hui, 310 espèces pour lesquelles on a le génome complet. Grâce à l'évolution de ces technologies, eh bien, on se pose des questions qui sont à grande échelle. Est-ce que le réchauffement climatique va avoir une influence sur l'évolution des espèces? Eh bien, vous pouvez regarder le génome parce que certaines espèces se reproduisent très vite. Donc, on voit des changements dans les gènes qui accompagnent ce changement climatique. D'accord? Ça c'est fait sur les plantes, ça veut dire que c'est fait sur les animaux, sur les bactéries. Et vous le voyez à droite ici.
Là, en réalité, je vous parle de 300 espèces d'organismes qu'on va appeler supérieurs, donc plutôt des animaux visibles, hein, au moins une souris, un rat, etc., ou un ver de terre, comme je l'ai déjà indiqué. Il y a eu, le projet 1000 génomes s'étant arrêté très vite parce que les données étaient arrivées, il y a eu un point d'étape qui a été fait en 2015 qui donnait des informations sur 26 ethnies. Donc vous savez qu'il n'y a pas de notion de race en particulier dans la langue française, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens biologique. Par contre, effectivement, on peut définir des endroits où il y a eu moins de migration, donc où les gens sont un peu plus proches les uns des autres. Donc on va voir les Chinois en Chine, on va voir les Finlandais en Finlande, on va avoir les Juifs polonais ashkénazes, on va avoir les Papous de Papouasie, pour vous donner des endroits un peu différents, ou les Indiens de la forêt brésilienne. Voilà. On va avoir des caractéristiques comme ça qui font un peu des différences entre nous. Et pour vous donner un élément un élément de réflexion, c'est on sait que c'est bien en Afrique qu'il y a eu l'origine de l'homme. Pourquoi? Bien parce que c'est en Afrique qu'on observe la plus grande diversité de population. Et donc parler d'Africains, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup moins de diversité entre tous les Européens, malgré les différences de couleur d'yeux, de cheveux, etc. qu'on peut présenter, qu'entre deux Africains, parfois qui vivent à 100 km l'un de l'autre. Donc ça, c'est pour vous indiquer des éléments très concrets de ces analyses-là, qui sont vraiment extrêmement importantes. Et puis vous voyez aussi, je vous ai mis un terme qui s'appelle OTU. Donc les génomes de bactéries sont beaucoup plus petits que les organismes que nous sommes. Donc on va encore plus vite à séquencer. Et dans beaucoup de projets, eh bien, on va séquencer systématiquement les génomes des bactéries qui vont être détectés, parce que ça va pouvoir permettre de détecter les virus qui sont rattachés à ces bactéries, comment les bactéries s'y adaptent, les transferts horizontaux de code génétique. Et il y a un moment où en fait on n'arrive plus à leur donner un nom parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc on donne juste une espèce de code barre, hein, on appelle ça Operational Taxon Unit. Donc c'est une nouvelle espèce, on sait, mais alors à quoi elle appartient et comment elle est reliée, eh bien, il n'y a pas un biologiste qui a eu le temps de regarder ça. Donc ces données sont encore une fois, je les ai mises à jour aujourd'hui, mais il faut toujours les reprendre. Et pour que vous compreniez bien quelle est la démarche, il y a normalement cette année un projet 1 million de génomes lancé par l'Europe. Il y a le projet 100 000 génomes lancé en Angleterre. L'Islande a prévu de séquencer l'ensemble de sa population, 380 000 personnes. Donc ces projets-là sont à très très grande échelle et ils continuent, hein, ils ne se sont pas arrêtés. On a eu le projet 1000 plantes qui a commencé l'année dernière, le projet 1000 oiseaux, 100 diatomées par exemple, pour prendre un exemple où notre laboratoire est impliqué. Donc ces projets de cartographier le vivant à très grande échelle, eh bien ça continue, ça continue, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Je vais revenir un peu chez l'humain maintenant pour vous expliquer à quoi ça sert. Eh bien, on a appris que chez l'humain, on avait beaucoup moins de gènes que ce qu'on pensait. Avant que les projets génome humain aient commencé, il était estimé, par rapport à la quantité de tissus que l'on avait, des fonctions biologiques qu'on imaginait, etc., qu'il faudrait environ 100 000 gènes pour faire ça. Eh bien, la réalité, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup moins de gènes que ça. La nature est beaucoup plus économe que ce qu'on pensait. Ce n'est pas un gène et une fonction qui était le dogme des années 70. Hein. C'est un gène va être utilisé à plusieurs endroits, aura plusieurs fonctions, et en particulier chez l'homme, nous sommes donc un mammifère supérieur, eh bien, vous le savez très bien, on va avoir beaucoup d'introns et d'exons, et donc on va avoir des combinatoires. En fait, pour un gène, on va avoir en moyenne, pas un transcrit, mais plutôt 10, voire 20 parfois. Donc il y a des variabilités extrêmement importantes qui viennent de ça. Et par contre, ce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'avait pas l'information, c'est que alors qu'on a environ 20 000 gènes, et vous voyez, je vous ai dit que ce chiffre diminuait, en fait, il commence à se stabiliser à peu près, il y a encore 641 gènes qui pourraient être des gènes où on n'est pas bien sûr encore. Donc en 2021, c'est la dernière version du génome humain. Et ce qu'on a découvert, c'était les non-coding genes. Et là, par contre, eh bien, on a commencé à toucher un petit peu du doigt la complexité de la régulation génétique qui se passe dans notre corps, dans nos cellules, parce que ce nombre ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'on a identifié des choses, et ça a amené énormément de découvertes dans les laboratoires, mais ça a été aussi la source de nombreux prix Nobel. Donc ce sont des choses que vous avez entendu parler, hein, dont vous avez entendu parler. Les siRNA, l'épigénétique, les readers, les writers, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir. Donc comment en fait il y a des contrôles extrêmement fins dans les cellules pour qu'une cellule différenciée reste différenciée. Et puis ça a aussi donné lieu à la transformation de cellules, quelles qu'elles soient, pour les rendre à nouveau totipotentes.
Donc on peut prendre un certain nombre de cellules qui sont normalement différenciées pour les rendre à nouveau non différenciées, pour les transformer en autre chose. Donc depuis 20 ans, on a connu des transformations majeures dans ce domaine-là. Et c'est grâce à ce que vous voyez ici, parce qu'on a compris, donc vous voyez, je vous donne juste quelques exemples ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des non-coding genes. Alors, non-coding, c'est bien non-protein coding. Ça veut dire qu'il y a une fonction, par exemple, ça peut être une fonction enzymatique. Il y a des prix Nobel un prix Nobel qui a été donné sur la fonction enzymatique des ARN à tête de marteau, qui s'appelle des ribozymes, hein, voilà, pour vous donner un exemple. Mais ces éléments-là sont... Enfin, il y en a énormément, quoi. À chaque fois que vous regardez, il y en a d'autres. Je vais vous donner juste des exemples pour que ce soit très concret. Alors, toujours pour rester un petit peu dans le domaine de la production de données, eh bien, vous voyez que le nombre de séquences ici a connu et continue à connaître une croissance exponentielle. Là, vous avez le nombre de séquences qui sont disponibles dans les banques de données aujourd'hui. Ça représente presque 100 millions de séquences. Donc 98 millions, c'est le chiffre que j'ai pris juste avant. Et donc ça veut dire que presque, pour chaque organisme qu'on aura besoin d'étudier, certainement pour tous les organismes auxquels on a affaire, c'est-à-dire ceux qu'on mange, hein, toutes les plantes, tous les animaux, ceux qui sont nos animaux de compagnie, le chien, le chat, le rat, le cochon, etc. Et donc beaucoup d'espèces qui sont des états intermédiaires, on connaît tout, d'accord? On connaît au moins, d'un point de vue de la séquence, on connaît le génome en entier. Alors, j'exagère un petit peu en disant qu'on connaît tout, parce que justement, on se rend compte de tout ce qui nous manque, en fait. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, c'est ce que je vais traiter un petit peu aujourd'hui en vous donnant où vous référer. Eh bien, c'est la forme en 3D des protéines. C'est-à-dire que le gène nous donne le message de ce qu'il faut faire, mais comment est-ce que ce gène va être transformé pour donner un produit, c'est-à-dire une protéine qui, elle, va faire l'interaction, parce que ce n'est pas l'ADN qui va interagir avec une protéine, mais c'est bien, enfin, sauf dans les cas particuliers, mais ce sont bien les protéines qui font les fonctions dans la cellule, qui sont à la surface de la cellule, qui sont à l'intérieur de la cellule, et donc on a besoin de comprendre finement leur structure pour essayer d'imaginer comment ça marche et surtout comment on peut les bloquer. Donc là, le problème, c'est que même si l'allure de la courbe semble identique, en fait, vous voyez bien que c'est beaucoup plus linéaire que celle qui est là, eh bien, les chiffres sont très différents. On a 100 millions de séquences, mais en pratique, on a aujourd'hui 175 000 structures tridimensionnelles. Alors, c'est beaucoup, c'est quand même un chiffre très important, mais quand on regarde dans le détail, eh bien, finalement, sur les 175 000, il y a beaucoup de redondance. On retrouve 3 fois, 4 fois la même structure de protéines. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, avec le Covid-19, on a besoin de voir la structure du récepteur ACE2 avec la fameuse protéine spike, et on va avoir donc 10 fois, 20 fois la protéine spike avec le récepteur pour comprendre toutes les petites différences, par exemple avec les variants. D'accord? Donc on va avoir beaucoup de redondance comme ça. Pour les protéines humaines, on va retrouver globalement, parmi ces 175 000, il n'y en aura que 50 000 qui seront des protéines humaines. Parce que parfois, il y a des problèmes expérimentaux pour extraire la rhodopsine, par exemple, qui est la protéine qui nous sert à reconnaître les photons de la lumière. Eh bien, il a été préféré plutôt d'aller prendre le calmar parce qu'il a un beaucoup plus gros œil que nous. Donc, on peut extraire plus de protéines. D'accord? C'est donc un exemple. Et le chiffre que j'ai rajouté parce que c'est extrêmement impressionnant, depuis l'avènement du SARS-CoV-2, il y a près de 1000 structures qui ont été résolues. Et ça, c'est du jamais vu. C'est à une échelle que l'on n'avait jamais connue avant. Donc, on est à une espèce d'âge d'or de la structure. Je vais vous donner quelques jalons qui expliquent pourquoi c'est extrêmement important. Mais on a fait des progrès phénoménaux dans la compréhension de ce virus. Alors, ce n'est pas arrivé comme ça, hein, c'est aussi parce qu'il y a eu l'épidémie du HIV dans les années 80, dans les années 90, et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. On a compris beaucoup de choses sur le virus grâce au HIV, mais il faut réaliser qu'en un an, il y a 1000 structures qui sont sorties, ce qui veut dire que le petit bâton que vous voyez ici en bleu foncé, là, tout à fait en bas, en fait, ça, c'est le nombre total de structures que l'on a dans la PDB depuis sa création en 1970. Mais là, c'est le nombre de nouvelles structures. Donc, ça veut dire qu'il y a une part très importante dans le petit bâton en bas de structures du SARS-CoV-2, de protéines du SARS-CoV-2. Je vais vous en montrer quelques-unes après. Alors, je ne vais pas faire un catalogue parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il faut quand même que vous compreniez que, en fait, la biologie, c'est ça maintenant. La biologie, c'est vraiment de prendre à très grande échelle des différentes techniques, et je pense que chacun de mes collègues vous le dira un peu différemment, mais je vous ai parlé que de la bulle bleue, là, que de la bulle rose pour l'instant.
d'accord? De tout ce qui est génomique seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le séquençage de l'ADN, profilage génétique, comparaison à grande échelle entre les populations, etc. etc. Mais en fait, on peut voir des éléments au niveau de la transcriptomique à haut débit, on peut faire du RNA sec, on peut faire de l'innomique, on peut aller voir comment des métabolites se déplacent dans une cellule, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur dépendance à plein de paramètres, tout ce qui est protéomique. Et ce qu'on est en train de faire aussi au niveau de la protéomique, c'est plus prendre la protéine seule, mais c'est prendre la protéine modifiée, soit de manière co-translationnelle, soit post-translationnelle, avec toutes les glycosylations, les phosphorylations, les méthylations, etc., etc. Et ça joue un rôle extrêmement important, encore une fois, dans l'immunité en général. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas faire la liste. Et je garde toujours cette publi parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est récent, ça. Cet article, il date de 2014, et ce n'est pas pour un problème en santé, c'est un problème lié à la culture du maïs, du soja, pardon. Donc ça veut dire qu'en fait, dans l'environnement maintenant, avant de mettre une nouvelle plante, avant de mettre un traitement, eh bien sûr, il ne faudrait rien mettre. Mais si on doit mettre quelque chose, eh bien, c'est étudié à très grande échelle maintenant. Ce qui a beaucoup changé par rapport à 50 ans, c'est que maintenant, on essaie de faire au mieux les éléments. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'études sont faites comme ça, avec des approches très transversales. Donc, je vous donne encore un autre exemple où c'est impliqué à grande échelle pour que vous ayez quelques noms de technologies. Encore une fois, vous allez voir avec d'autres éléments. On est capable de savoir maintenant, à partir d'une cellule progénitrice, comment on va avoir des facteurs, des cytokines qui vont intervenir pour la différencier, par exemple en pro-lymphocyte B, puis ensuite en lymphocyte B qui vont devenir matures en fonction de l'environnement. Vous voyez qu'on a défini un certain nombre de choses, mais ce qu'on ne savait pas avant, c'est quels sont les gènes qui sont up-régulés, down-régulés, et quels sont les profils, par exemple, de méthylation des histones, quelles sont les modifications épigénétiques, c'est ce que vous voyez ici avec H3C, H3K, H3K4 méthylation, etc. Et donc, en fait, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut prendre le problème dans sa globalité, et que ça, c'est la biologie. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de biologie structurale? Eh bien, je viens de vous expliquer qu'on avait beaucoup de données, qu'on avait beaucoup de méthodes pour traiter tout ça. Donc, le problème est résolu. Bien, en fait, non. Plus on avance, moins on en sait. Plus on se rend compte de ce qui nous manque encore. Et typiquement, voici un exemple très concret. On sait qu'il y a de la matière noire dans l'univers, hein, c'est la théorie des physiciens, il nous manque pas mal de matière, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, là, on sait. On sait qu'en biologie, quand on prend tous les règnes animaux, vous voyez, il y a eucaryotes, bactéries, archées, virus, eh bien, en réalité, de ce que l'on connaît actuellement, on se retrouve avec plusieurs situations. Soit on connaît la structure des protéines. Je vous ai dit qu'on a 175 000 structures. Eh bien ça représente seulement 4% de toutes les protéines que l'on est capable de détecter. Donc ça veut dire qu'on en a, il nous manque la structure de 96% des protéines chez les eucaryotes, c'est-à-dire nous, chez l'humain, parce que je vous ai dit que c'était principalement l'humain qui était traité. Donc la marge de progression est très importante. Alors il se trouve qu'on a quand même des choses, je vous ai dit qu'il y a des fonctions conservées, il y a des choses qu'on peut transposer parce qu'on a des mécanismes conservés dans l'évolution. Donc on peut s'en sortir pour à peu près la moitié de celles qu'on ne connaît pas. Donc on a des zones grises. On ne pourra pas prédire l'ensemble de la protéine, mais pour les fonctions cœur, voilà, une protéine virale, même si on ne la connaît pas pour un virus, si on la connaît chez un autre, on arrive à comprendre à quoi elle sert. Et probablement avoir une structure qui est à peu près raisonnable. Il y a quand même des régions pour lesquelles on n'a aucune idée de ce que c'est. Et ça, c'est un défi pour l'avenir parce que vous voyez que ça représente presque encore 30%, encore une fois, chez les eucaryotes. Et puis, on a même des protéines dark, c'est-à-dire des protéines dont on ne connaît pas du tout le rôle, la structure, la fonction. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que je viens de vous dire qu'on a toute la séquence. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît la séquence des protéines, on est capable de les détecter au niveau expérimental, mais on ne sait pas à quoi elles servent. Et on ne sait pas si elles jouent un rôle important dans le cancer, dans la croissance, dans l'intelligence, ou dans la malhonnêteté, etc. J'en sais rien. Alors, ces éléments-là, regardez, ils sont quantifiés chaque année par une équipe. Donc, je vous ai mis un article de Lydie Lane, là, qui travaille chez Swissprot. Et donc, il y a des quantifications très précises qui ont été faites. Donc, on a un critère qui s'appelle PE, Protein Existence. Et donc, on va l'avoir au niveau protéique. Donc, vous voyez, c'est le PE1. Donc là, on est sûr, on la connaît. On a l'évidence transcript level, donc on voit un ARN messager, on fait du RNA sec, on le détecte. On ne sait pas ce que c'est que cette protéine, on ne sait pas où elle va, on n'arrive pas à la détecter. C'est peut-être une question de quantité ou de méthodologie.
On a des choses qui peuvent être déduites. On dit, voilà, cette protéine-là, elle existe chez tel organisme, donc on devrait la trouver chez un autre. Donc c'est inferred from homology, on fait des déductions, d'accord. Après, il y en a qui sont prédites. Alors là, évidemment, c'est une prédiction informatique, bioinformatique. On n'a pas forcément les éléments. Et puis, on a encore qui sont incertaines. Donc, je vous ai montré un petit peu le diagramme de répartition. Et celui qui est surprenant, c'est quand même le premier. PE1, Evidence at Protein Level. Donc, en gros, en rouge, c'est celle où on est sûr qu'on les connaît et on sait à quoi elles servent. Il y en a quand même 1187 où on n'a aucune idée de la fonction. C'est-à-dire qu'on sait que cette protéine existe, on la détecte. Et donc ce chiffre, donc si on combine toutes les méthodes, on arrive à plus de 2000. Ce chiffre, il y a eu une révision de Nextprot, je n'ai pas mis le diagramme à jour, mais je peux vous le dire. Maintenant, on a encore environ 1800 protéines pour lesquelles on sait qu'elles existent, ou on a des fortes suspicions qu'elles existent, mais on ne sait pas à quoi elles servent. Et donc ça, c'est pour vous dire encore une fois l'état de l'art. Il y a un travail colossal qui est fait, mais il y a encore beaucoup de travail pour vous. C'est clairement les choses à développer, à continuer dans l'avenir, sans parler de la biologie de synthèse. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant dans la structure? Pourquoi est-ce que c'est important de se focaliser sur la structure? Eh bien déjà, au niveau moléculaire, c'est extrêmement important de comprendre quelle est l'importance des acides aminés, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils jouent. Et donc, déjà, c'est un intérêt fondamental pour faire un lien avec des expérimentations. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, on a le deuxième point qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand on a deux protéines, comment est-ce que ces deux protéines interagissent? Vous voyez tout le débat qu'avec le SARS-CoV-2, je vais vous montrer quelques éléments. Eh bien, les protéines ne sont pas des cailloux qui se collisionnent. Les protéines sont des éléments qui sont extrêmement flexibles, optimisés pour faire des interactions très fortes et furtives. Et donc les protéines, en général, je prends l'analogie du bisou. On travaille beaucoup sur les interactions protéine-protéine. Eh bien, la meilleure analogie que je connaisse, c'est ça. Vous voyez bien que quand vous faites un bisou à quelqu'un, eh bien, vous allez avoir un changement de conformation. Il y aura un changement de conformation d'un certain nombre d'éléments de notre corps. Et puis, en général, ça dure un moment, d'accord? Et puis après, chacun repart de son côté. Eh bien, les protéines, c'est exactement ça. Alors, le changement de conformation est souvent médié par des phosphorylations, il y a des kinases, etc. Mais de toute façon, cette interaction est relativement furtive. Après, alors là, le Graal, c'est de pouvoir comprendre comment un changement à un endroit donné va entraîner un phénotype différent, ou va apporter une capacité, ou va défavoriser quelque chose aussi. Et donc ça, évidemment, vous voyez bien les côtés éthiques dans un sens et dans l'autre, mais il y a aussi un très grand potentiel. Et donc, je vous ai mis le mot-clé médecine personnalisée, mais en fait, médecine personnalisée, c'est déjà du passé, à vrai dire. La médecine personnalisée, elle existe parce que elle a été découverte quand des médicaments ont été donnés à des patients, et on s'est rendu compte qu'il y avait des réponses très différentes entre les patients. Alors je donne l'anecdote chaque année, donc là c'est enregistré, je ne vais pas la donner, mais je pourrais vous mettre l'article qui est en lien avec l'odeur de l'urine. Voilà, vous pourrez aller creuser un petit peu, vous verrez. Mais c'est lié à un nombre de copies d'un gène qui s'appelle le cytochrome D6. Et donc, par exemple, la variabilité que l'on va avoir, en plus d'avoir des protéines différentes, on peut avoir même un nombre de gènes différents. En l'occurrence, ce gène-là, il est très différent dans la population. On peut avoir une copie, 2 copies, 3 copies et jusqu'à 13 copies. Ce qui fait qu'on va soit mourir d'une chimiothérapie, soit éliminer la chimiothérapie avant qu'elle ne tue nos cellules cancéreuses. Voilà très concrètement ce que ça peut donner. Et puis évidemment, moi, mon intérêt dans tout ça, c'est quelle est la perspective? Eh bien, c'est de faire la conception de drogue in silico. Donc on parle de drogue avant de parler de médicaments, parce que le médicament, c'est quand on a validé qu'on pouvait le mettre dans les pharmacies. Mais avant que ce soit quelque chose de validé, on parle de drogue, c'est une molécule chimique qui a un potentiel pour. Et donc, je fais, moi, des études in silico pour faire ça. On a plusieurs exemples qui marchent bien. Et c'est un travail où, encore une fois, vous voyez quel est l'intérêt. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a beaucoup de données dans plein de domaines qu'il faut les prendre en compte. Donc, c'est compliqué, mais vous allez apprendre à faire tout ça. Et que quand on arrive à comprendre au niveau de la structure les éléments, eh bien, ça apporte des éléments additionnels. Je vais vous donner maintenant des exemples et je vais vous expliquer comment on peut déterminer la structure. Alors, la source des données de tout ça, eh bien, encore une fois, je vais faire un petit inventaire des éléments, je ne vais pas tout détailler. Ce petit inventaire, voilà, je l'ai résumé avec le fameux adage de Newton, on construit la science sur les épaules des géants. Et donc, les géants sont ceux qui nous ont précédés avant, et donc on rajoute chacun une petite pierre. Voici quelques éléments, parce que vous en avez entendu parler, je suis certain. Donc, par exemple, dès 1938,
Max Pérouse a déterminé la structure de la chymotrypsine et de l'hémoglobine. Comment, vous allez voir ce que ça implique, je vais vous montrer une toute petite vidéo, mais cette découverte-là a permis déjà de commencer à mettre en place les briques moléculaires qui constituent nos cellules. On a eu évidemment, alors j'ai mis 1951, c'est 1953 je crois officiellement. Non, 51 c'est la publication, 53 c'est le prix Nobel. Donc la découverte de la structure de l'ADN en double hélice antiparallèle que vous connaissez, eh bien c'est Watson et Crick qui l'ont établi. Ensuite, on a il y a beaucoup de choses, hein. J'ai vraiment fait un extrait très rapide. On a par exemple la découverte de la structure de l'hémagglutinine du virus de la grippe. Et donc, quand vous connaissez la structure, vous pouvez commencer à chercher à la bloquer. On a après des ensembles beaucoup plus gros, des ensembles macromoléculaires comme le nucléosome, comment l'ADN s'empaquette, hein, comment on va pouvoir avoir des éléments regroupés dans la cellule. Je vous ai mis ici un petit exemple d'ATP synthase pour vous montrer à quel point la progression de la connaissance est faite. Vous avez vu, probablement en cours, vous allez voir que l'ATP synthase fait un tour et à partir d'un proton qui va traverser la membrane, eh bien, on a une synthèse d'ATP. D'accord ? Vous avez dû voir ce mouvement cyclique. Eh bien ça, vous pouvez le regarder, il y a des super vidéos sur YouTube par rapport à ça. Et on est capable de comprendre ça parce qu'on voit l'ensemble des sous-unités qui sont indiquées ici. Et cette machinerie cellulaire est dans nos cellules. D'accord ? Donc si on voulait essayer de faire juste un modèle en papier pour reproduire ça, vous allez voir la complexité que ça représente. Mais on a la structure, et vous voyez ici, je vous ai mis un lien que je vous recommande d'aller voir. Celui-là et plein d'autres, parce que dans un des sites qui est un des sites de référence que je vais vous redire, il y a Molecule of the Month. Donc là, ça veut dire c'est la 72e qui a été faite. Et donc ça, c'est une vue d'artiste, hein, c'est une vue qui a été faite à la gouache, donc d'artiste, enfin d'un scientifique qui a des talents artistiques plutôt, mais c'est bien basé sur une vraie structure. Donc ça peut paraître un petit peu un dessin, mais ça n'est pas un dessin, c'est vraiment lui qui a dessiné ça, c'est David Kuetzel qui fait ça, il fait énormément de très très belles illustrations. Alors après, pour vous montrer qu'on a encore pris des systèmes plus gros, plus complexes, on a la sous-unité 30S du ribosome qui est sortie, et puis ensuite l'ensemble du ribosome, donc on a énormément de choses qui sont par rapport à ça. Pour vous donner encore un élément en lien avec ce qu'on va voir dans les TP, vous avez par exemple la structure d'un GPCR, le bêta-2 adrénergique, et vous avez donc parmi les récipiendaires du prix Nobel, il y a M. Kobilka. Donc je vous ai mis un lien pour aller voir un peu son laboratoire. Il présente beaucoup de choses sur les GPCR, c'est très bien fait. On a encore des métacomplexes. Alors là, vraiment, vous commencez à parler de dizaines de protéines dans des membranes. Donc le complexe respiratoire 1, le canal sodique, voilà, voltage dépendant, qui va permettre de reconnaître beaucoup de choses, enfin, beaucoup d'activation de voies métaboliques. Et puis, je ne pouvais évidemment pas vous mettre, ne pas vous mettre la méthode d'édition du génome. Donc ça, c'est le titre du prix Nobel d'Emmanuel Charpentier et puis de Jennifer Doudna. Donc vous connaissez, hein, c'est CRISPR-Cas9. D'accord ? Donc ça, c'est à partir du moment où on a les structures et qu'on était capable de les mettre ensemble, eh bien, on a été capable de transformer leur utilisation. Encore une fois, un peu comme dans les années 70, eh bien, la Taq polymérase a permis d'initier la PCR. Donc, je vous ai mis plusieurs liens pour aller voir plus loin que ça. Je vous conseille d'aller les regarder à tête reposée. Il ne s'agit pas de... C'est pour votre culture personnelle et c'est pour vous montrer un peu. Rappelez-vous que vous êtes dans une histoire, vous êtes en train de voir des choses en cours, mais aussi, vous êtes aussi dans une histoire, vous participez à cette histoire de par vos études et ce que vous allez faire dans les laboratoires. Donc, continuez ça. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus concrètement sur comment on peut déterminer la structure des protéines. Je parle des protéines, mais des macromolécules biologiques. Donc, la technologie de choix, c'est la cristallographie aux rayons X. Donc, ça est pareil, ça a eu lieu à prix Nobel, hein, plusieurs. Donc, Röntgen d'abord pour la découverte du rayonnement X, et puis après Pierre et Marie Curie, puis ensuite Marie Curie encore, qui ont permis d'appliquer ces méthodes à d'abord l'analyse de tissus, et puis ensuite, petit à petit, par exemple Bragg, etc., Bragg père et fils, qui ont commencé à l'appliquer à des méthodes liées aux protéines et aux macromolécules biologiques. Donc comment est-ce que ça se passe ? Eh bien en pratique, vous allez isoler la protéine sur un gel, donc vous la faites surexprimer dans une bactérie par exemple, une bactérie compétente, et puis vous allez extraire ces protéines en les faisant migrer sur un gel, digérer le gel, récupérer de manière pure, et puis l'étape limitante qui est schématisée par la petite flèche là, ça va être d'essayer de les rendre, de les faire précipiter sous forme cristalline. Donc quand vous faites sécher quelque chose, ça donne une poudre normalement. Mais si vous arrivez à trouver les bonnes conditions, eh bien la structure macromoléculaire va se répéter en 3 dimensions.
Et donc cet élément-là va vous donner un cristal qui normalement est visible au moins avec une loupe ou carrément à l'œil. Et donc c'est un cristal comme on trouve dans la nature des cristaux avec des pierres précieuses, etc. Mais là c'est un cristal de la protéine. Donc ce cristal va être soumis à un rayonnement donc, X, donc avec des longueurs d'onde très énergétiques, ce qui va donner un profil de diffraction. Donc vous avez juste une coupe ici, en fait il y en a beaucoup. Hein. Donc ça donne des points qui vont indiquer par différence à quel endroit se situent les atomes, ce qui permet de reconstruire une maille que vous voyez ici, une maille cristallographique, dans laquelle on va insérer les atomes. Et donc vous voyez qu'avec la petite grille, eh bien, on est capable de dire à quel endroit se situe tel atome, tel atome, tel atome, tel atome. Et donc de proche en proche, comme ça, avec un travail vraiment d'experts, eh bien, on arrive à reconstituer la structure des macromolécules. Donc ça, c'est la technologie de choix, parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est très précise, parce qu'elle requiert par contre beaucoup d'expertise. Et je vous ai mis un lien ici, enfin 2 liens, qui sont vraiment bien, qui présentent encore un peu plus de choses. Encore une fois, je vous le rappelle, ça a amené à de nombreux prix Nobel. Je n'ai pas tout listé, il y en a beaucoup trop. À la fois pour la mise en place de la méthode, mais aussi pour l'exploitation, pour obtenir la structure ici, donc de l'hémoglobine, de l'ADN, etc. Alors, il y a quelques notions qui sont là, mais ça, je ne vais pas rentrer trop en détail, c'est juste pour vous expliquer des éléments sur lesquels il faut faire attention. Il y a un chiffre qui est toujours intéressant, vous pouvez le noter si vous voulez, c'est la résolution. Donc plus c'est bas, mieux c'est. C'est-à-dire, la résolution, c'est la précision de la méthode. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est un chiffre c'est un chiffre facile, hein, donc plus il est bas, mieux c'est. Et donc, les résolutions classiques maintenant, c'est entre 1,5 et 2,5 angstroms. Voilà, chaque protéine a à peu près ce niveau de précision. Donc c'est vrai qu'il y a assez peu d'erreurs sur la structure. On peut comprendre beaucoup de choses grâce à ça. Une autre technologie qui a aussi donné lieu à pas mal de prix Nobel, hein, à la fois pour l'établissement puis pour la réalisation, c'est que c'est un complément de la cristallographie aux rayons X. Quand on fait de la cristallographie, le problème c'est le fait d'avoir fait un cristal, eh bien vous êtes à température quasiment, vous êtes très froid. D'accord ? Les atomes ne bougent presque pas. Donc ça veut dire qu'on voit un état, mais on ne sait pas quel état réel peut prendre la protéine. C'est comme, je prends toujours l'analogie des fêtes étudiantes, mais évidemment ça commence à être un concept un petit peu compliqué. Mais normalement, quand vous allez à une fête étudiante ou dans une foule, eh bien, vous allez trouver des gens qui sont dans différentes positions. Hein, debout, assis, en train de discuter, de dos, etc. Et donc, si jamais je fais une photo, je vais dire voilà ce que j'arrive à observer, et puis je vais pouvoir dire que tout le monde est debout, par exemple. Mais si je vais à un autre endroit, eh bien, je prendrai une autre photo, je n'aurai pas le même regard. Et donc la cristallographie permet de faire la photo à un moment donné. C'est une photo très précise, mais elle ne sert qu'à ça. La RMN, c'est l'inverse. Hein. Vous êtes en train de faire une vidéo de ce qui se passe. Et donc c'est assez compliqué de déterminer tous les mouvements, parce que justement beaucoup de choses bougent. Mais ça vous donne en fait une vue un peu plus dynamique de ce qui se passe. Donc c'est ce que vous avez comme illustration à droite, là. Vous allez avoir peut-être moins de précision atomique à un endroit donné, mais plus de flexibilité. Alors comme c'est un peu plus compliqué, on a beaucoup moins de structures de RMN, et puis je vais vous expliquer maintenant qu'il y a une autre technologie qui commence à vraiment prendre son essor à la place de celle-là. Cette nouvelle technologie, c'est la microscopie électronique. Alors la microscopie électronique, c'est formidable. Avant, en cristallographie, il faut obtenir un cristal. Donc c'est une étape très limitante, ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire 10 ans pour obtenir le cristal. Donc c'est un art, et c'est un art compliqué. La RMN, vous êtes en solution, donc on n'est pas toujours sûr de ce qu'il y a, et puis c'est difficile à interpréter, c'est difficile à faire aussi. La microscopie électronique, en termes de mise en œuvre, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Vous prenez un échantillon, vous le congelez, par exemple dans l'azote liquide, donc c'est congelé tout de suite, donc vous figez complètement l'état, et puis vous allez passer une pointe électronique qui va essayer de détecter le volume extérieur. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à distance, je ne suis pas sûr que vous le voyez bien non plus dans le tableau ici, mais on le voit bien sur la base en bas, ici. D'accord ? Vous voyez qu'il y a des zones un petit peu transparentes, là, translucides. Donc ce que permet de faire la microscopie électronique, c'est de définir un volume d'exclusion. Ça doit être compris dedans. Mais le volume, il est relativement précis, en fait, à certains endroits. Et donc ça vous permet, quand vous avez une combinaison, comme on voit ici, de structures indépendantes, donc les différentes couleurs, ce sont bien des protéines indépendantes. Vous voyez, c'est encore la TP synthase que j'ai pris comme exemple. Et donc, quand vous avez ces éléments-là, bien vous pouvez faire l'agencement global.
Là, vous résolvez un problème qui est toujours très compliqué. Quand il y a plein de protéines qui interagissent, comment elles le font? Ben là, vous avez la réponse. Et ce qui a changé beaucoup ces dernières années, ces 2-3 dernières années, c'est ce qui est un progrès important. Il y a eu le prix Nobel par rapport de ceux qui ont développé cette méthodologie. Il a été donné il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Eh bien, ça a permis justement de dire, maintenant, on est presque comme la cristallographie. Il y a vraiment eu des sauts qualitatifs et quantitatifs très importants. Donc, ce qui fait que l'ARMN ne va peut-être pas beaucoup se développer parce que la microscopie électronique va prendre le dessus. Je vais vous montrer avec le Covid à quel point ça a été utile. Alors, je vous ai dit, ça permet, dans le meilleur des cas, de résoudre de comprendre la structure des macromolécules pour 20-30% des protéines peut-être. Donc, ça veut dire que dans 70% des cas, vous êtes obligé de faire un modèle, voire de faire des prédictions qui peuvent être assez hasardeuses, assez compliquées à faire. Donc, je vous donne juste quelques logiciels qui sont connus pour aider dedans. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, vous avez par exemple Tinker, vous voyez, c'est leur symbole, hein, c'est pour montrer qu'ils font de l'assemblage moléculaire à la main quasiment. Yasara, qui est un logiciel fait pour aussi un certain nombre de choses. Et puis, je vais vous faire travailler en distanciel sur Pimol, donc pour vous faire regarder un petit peu en 3D les structures. Et j'ai un distanciel qui est présent, mais je pense que je vais vous en faire un sur le Covid. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même en fait, de ce qu'on connaît et de ce qu'on peut faire. Donc ça vous permettra de voir vraiment, et typiquement, par exemple, positionner les variants qui sont connus, et quels sont ceux disponibles, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. D'accord? Alors vous voyez que là, cette fois-ci, vous aurez une introduction à la visualisation des macromolécules, quand on veut faire vraiment de la modélisation un peu plus avancée, faire du criblage virtuel, etc. Ça demande une expertise, ça demande du temps. Donc en L2, c'est un peu court, mais on aura l'occasion de le faire en master si vous venez avec moi. Donc, à quel endroit on va trouver ces informations? Eh bien, pour tout ce qui est cristallographie aux rayons X, l'ARMN, il y a une autre technologie qui s'appelle le SAX, il y a un portail général qui s'appelle www.pdb.org. Il y a une base de données pour les structures en microscopie électronique. Vous pouvez aussi avoir des prédictions, donc si vous avez besoin de faire un modèle, il y a des petites choses qui existent, vous pouvez les tenter. Parfois, ça peut bien passer. Et puis, j'espère qu'à partir de maintenant, avec les liens que je vous ai donnés, vous avez compris qu'il va falloir commencer à regarder des articles scientifiques. D'accord? Pas uniquement des journaux de vulgarisation, mais bien des informations beaucoup plus précises. Alors, ce qui est compliqué, c'est que vous n'avez pas tous les outils pour bien tout comprendre, mais il va falloir vous référer à ça parce que vous allez commencer à rentrer en L3, en fin de L3, sur des domaines où les choses changent très vite. Des choses qui n'étaient pas vraies sont vraies, des choses qu'on pensait établies sont remises en question. Et donc, bien, il va falloir de plus en plus vous approprier la littérature. Et bien sûr, dans la littérature, vous allez retrouver tout ce que je vous ai donné, hein, les analyses à différentes échelles, avec différentes technologies. Et donc, voilà, en 2021, ce qui est très compliqué pour vous, c'est que vous arrivez alors que l'évolution de toutes ces méthodes est en cours. Donc, ça fait beaucoup de choses à traiter. C'est plus compliqué, d'accord? Mais ça veut dire qu'il faut être méthodique. Par contre, si vous êtes méthodique et vous comprenez bien ce que vous faites, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. On va vous apprendre ça. Alors, je ne vais pas vous donner 50 exemples, je vais vous donner juste une petite vidéo. J'aurai peut-être le temps d'en faire une autre après. Je vais vous montrer une vidéo, encore une fois, sur une chaîne officielle, qui est celle de la RCSB. Un des liens que je vous donne, l'endroit où on va trouver la protéine. Donc je vous le donne parce que vous êtes une génération où on nous dit que normalement, vous allez voir plein de vidéos, et je constate que souvent, pas assez. D'accord? Donc maintenant, systématiquement, pensez à moi. Quand vous voyez une vidéo de chat sur Internet ou de quelqu'un qui tombe ou je ne sais pas quoi, vous avez passé 2-3 minutes à regarder, à rigoler, très bien. Eh bien, vous allez voir aussi une chaîne scientifique, comme par exemple celle-là, où il y a presque 7 minutes de vidéo. Alors, je pense qu'il y a plein de choses que vous connaissez. Hein. Et c'est une chaîne officielle, d'accord? C'est la chaîne officielle du RCSB Protein Data Bank. Donc, c'est même pas la peine d'aller chercher des endroits de quelqu'un qui aurait fait un cours ou je ne sais pas quoi. Il y a des chaînes officielles. Alors, je vais passer rapidement les éléments parce que vous allez reconnaître un petit peu, quand même, je vais passer des éléments qui vous disent, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé, quels sont les acides aminés, comment ça fonctionne, d'accord? Vous voyez ça en cours, comment ils sont constitués. Ça peut vous faire des bonnes révisions et surtout, vous les voyez en 3D. Ce qui est souvent l'élément qui manque dans nos cours, puisqu'on ne peut pas vous les projeter souvent. Donc, vous pouvez regarder un peu un certain nombre d'éléments. Je ne reviens pas sur le fait qu'il y a l'assemblage, etc. Ok, il y a les structures primaires, secondaires, tertiaires. Voilà, ok. Je vais par contre vous montrer, voilà, donc c'est bien parce qu'il y a des petites animations quand même. Je vais vous montrer un élément qui va vous faire réfléchir pour faire le lien entre ce qui est
ce que vous connaissez et comment ça marche. Alors, je vais vous passer... donc, je vous laisse regarder tout ça, hein, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi on vous parle de Tata Box? Pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'il y a une Tata Box qui est présente dans les promoteurs pour l'initiation des jeunes? Alors, vous n'êtes que 3 dans la salle, donc il faut répondre pour les autres parce que je ne sais pas si je vais arriver à voir le chat. Il n'y a pas de piège, hein? C'est une boîte, c'est une séquence, on a beaucoup de répétitions de T et de A. Voilà, donc c'est parce que la séquence consensus qui a été trouvée par les analystes de séquences contenait justement ces fameuses lettres TA, TAA, T, etc. Et en réalité, si vous prenez uniquement ce motif-là, eh bien ça ne représente que 16% des séquences qui sont retrouvées. Donc c'est ce qu'on vous donne en cours parce que c'est le plus représenté dans les séquences. Mais c'est très très loin de pouvoir être expliqué uniquement par la séquence et vous allez voir tout de suite pourquoi, grâce à la structure. C'est une vraie structure d'ADN, c'est une vraie structure de Tata Binding Protein et donc vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas uniquement se fier à la séquence des lettres dans le génome? Eh bien regardez, hop, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on a une reconnaissance par la Tata Binding Protein. Qu'est-ce que fait cette protéine? Eh bien, vous avez vu, elle courbe l'ADN en deux, très vite. Et en fait, le rôle de cette protéine, eh bien, ça va être justement de reconnaître un endroit de flexibilité de l'ADN, donc c'est bien la structure qui est en jeu, qui contient, par voie de conséquence, plutôt des adénines et thymines, parce que je vous rappelle que les adénines et thymines font que 2 liaisons hydrogène et pas 3. Donc c'est une zone qui est moins rigide au niveau de l'ADN qu'une séquence où il y aurait des GC, par exemple, qui va être plutôt des endroits dans les gènes. Et ces éléments-là, eh bien, vont faire que l'ADN va être courbé, va se dérouler. Et donc la reconnaissance de la protéine, elle ne s'arrête pas uniquement à la lecture des lettres. Elle se fait bien sur l'ensemble de la structure de l'ADN. Elle reconnaît un petit sillon, un grand sillon, elle reconnaît des phosphates, elle reconnaît des sucres, la Tata Binding Protein. Vous voyez, quand on a la structure, on peut aller voir le détail de toutes ces interactions. Et donc c'est un exemple que je peux vous donner, qui est un lien avec ce que vous voyez dans d'autres cours. Donc encore une fois, je ne vais pas vous donner tous les éléments, je vais juste vous montrer quelque chose qui a valu le prix Nobel à celui qui l'a découvert, qui est qui est comment on respire. Donc vous savez que donc vous voyez, ça ce sont des études des années 60. Hein. Donc ça a commencé dans les années 30 et puis les années 60. Comment est-ce que l'oxygène est capté par l'hémoglobine et comment est-ce que cette captation d'hémoglobine est réversible? Eh bien parce qu'on a au niveau de l'hème un ion fer qui va changer un tout petit peu de position. D'accord? C'est un changement de 0,5 angstrom. Ça veut dire même pas la moitié d'une longueur carbone-carbone. C'est tout petit. Hein. Et bien ça a valu le prix Nobel à celui qui a décrit ça. Parce que ce petit changement, quand l'oxygène arrive, regardez, grâce à la flexibilité de la protéine, qu'est-ce qui se passe? Donc l'hème est inséré dans l'hémoglobine. Hein, et hop, alors je vais juste, voilà, vous voyez, on va avoir un assemblage, donc vous avez 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, ils n'ont pas fait des couleurs différentes, mais c'est ce que vous avez. Et donc ce qui se passe, c'est que l'oxygène, hop, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez rapide, je vous le remontre vite fait, regardez, hop, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'oxygène rentre, on va avoir un tout petit changement de la chaîne latérale, vous avez vu, il y a une petite rotation, et ça c'est ce qui va faire des changements en cascade de l'ensemble de la protéine, qui va faire qu'on va avoir une manière coopérative. Et donc tout ça, ça a été prédit, ça a été modélisé et ça a été analysé dans les années 60. Donc c'est vraiment des choses extrêmement importantes qui ont été comprises grâce à la structure. Donc le mécanisme était mesurable à grande échelle et je vais vous montrer par exemple, voilà, juste pour vous donner un autre exemple encore, comment est-ce qu'on sait comment la réplication ou la... Je ne sais plus, celle-là, ça doit être la traduction. Voilà. Voilà. L'alpha amylase, comment est-ce qu'on la coupe? Regardez, eh bien, elle va se fixer sur une séquence protéique, elle va reconnaître une séquence caractéristique, et puis quand elle va la trouver, hop, clac, il y aura coupure enzymatique à un endroit très précis. Pourquoi est-ce qu'on a une séquence d'acides aminés? Bien parce qu'il y a bien un sillon qui va reconnaître ces acides aminés dans une structure, et on va avoir, bon, alors c'est vraiment hyper addictif, et il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais je voudrais, voilà, la ferritine, etc. Donc, je vous encourage à aller voir ces vidéos-là, elles sont superbes. Il y en a vraiment beaucoup qui expliquent les choses. Et concentrez-vous sur ce que vous avez besoin de comprendre en cours, parce que franchement, il y a beaucoup de vidéos très bien faites. La chaîne de RCSB, c'est la même chose que Molecule of the Month, c'est le même site qui vous donne ça. Et donc, vous aurez plein de choses qui vous permettront de comprendre. Vous voyez, vous allez voir comment un bactériophage rentre dans une cellule. Vous allez trouver vraiment plein d'informations
Et avant d'aller chercher partout, allez là, quoi. Alors, j'ai perdu ma page. Donc ça, c'était pour vous expliquer que, enfin, pour vous illustrer, en fait, pourquoi la fonction était importante. Et quand on avait la fonction, on arrivait, la structure, on comprenait la fonction. Je vais vous donner quelques liens, parce que je sais que ça va être utile dans les TP, pour étudier des éléments beaucoup plus spécifiques que juste la structure, mais des éléments qui sont liés à la structure. Donc, par exemple, si vous voulez aller voir beaucoup plus de choses sur la structure des protéines, il y a la chaîne Uniprot. Donc allez voir les vidéos d'Uniprot, c'est un site de référence. Parmi tous les sites qui sont disponibles, il y en a un que vous devez retenir, je vous le redirai en TP quand on se verra, et tous mes collègues le diront, enfin on le dira tous. Hein. C'est l'endroit où vous trouvez l'information sur les protéines. Vous voulez une information qui est plutôt basée sur la protéine, commencez sur Uniprot, ça va être le point d'entrée qui va être intéressant. Et il y a vraiment des vidéos qui expliquent comment bien faire chacune des étapes. Donc allez les consulter, on a mis du contenu pédagogique, mais allez consulter celle-là. Comment exploiter une entrée? Vous avez des éléments qui sont faits par Uniprot, et puis vous avez aussi quelques éléments qui sont comment faire des aliments de séquence. Quand on sera arrivé à faire ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo, vous verrez, ça sera très pratique, même si on vous a mis encore une fois des documents par rapport à ça, mais des documents écrits. Donc là c'est une vidéo, c'est un autre moyen. Alors, pareil pour tout ce qui est structure, je vous ai dit, c'est la Protein Data Bank. Donc, c'est la banque de données des protéines et en fait des macromolécules. Il n'y a pas que protéines. Et c'est la base de données où vous allez tout trouver. Donc, ils ont une chaîne officielle. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous allez tomber sur celle que je vous ai mise. Et puis, comment on utilise Uniprot? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Je vous ai mis un lien ici. Et puis, juste pour bien vous expliquer que vous pouvez vous auto-former à beaucoup de choses, y compris à des choses que peut-être moi je n'utilise pas, eh bien, vous avez des exercices qui sont numérotés. Alors, je vous avertis juste que, par exemple, l'exercice de niveau 1, donc c'est en fait le début, hein, je crois qu'il y a déjà 1 heure de vidéo là. Donc, vous pouvez passer vite du temps dessus. Donc, c'est juste pour vous prévenir, attention, posez-vous bien la question avant d'y aller. D'accord? Donc, il y a plein de choses. Ce que l'on va faire en distanciel, ça va être d'utiliser un logiciel qui s'appelle Pimol. Donc, encore une fois, je vous ai mis une vidéo d'introduction, il y a quelques éléments, et puis il y a aussi pas mal de choses qui sont de la documentation en ligne, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la seule difficulté, c'est que c'est en anglais, d'accord? Donc, il faut suivre un peu les étapes de l'interface qui n'est pas hyper optimale, mais ce n'est pas très très long non plus, et puis vous n'aurez pas besoin de tout ça, éventuellement, si vous contentez de faire le distanciel. Il y a aussi plein d'autres choses. Hein. Et donc, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, parmi les TP, vous vous poserez des questions. Si je veux voir une mutation, comment je peux prédire la conséquence? Donc, vous avez des sites qui sont là, mais il y en a qui n'existent plus. Polyphen, ils ont créé une boîte, je crois. On peut voir est-ce qu'un acide aminé est retrouvé. Donc, par exemple, dans le cas du coronavirus, est-ce qu'un acide aminé est conservé ou pas? Non, on vous parle beaucoup de variants, mais en fait, est-ce que celui qui a été trouvé au départ n'était pas finalement un variant de celui qui est le plus conservé? Donc ça, c'est une vraie question. Donc il y a un logiciel qui permet de faire ça à grande échelle. Et ça, ce sont des logiciels que j'ai essayé de mettre accessibles pour vous, c'est-à-dire sans avoir trop de connaissances. C'est un site web, quoi. Vous pouvez interagir avec et avoir des résultats. Il y a quelques endroits que je vous donne ici. Donc il y a quelque chose de vraiment très stable dans le temps. C'est le Swiss Institute of Bioinformatics. Voilà. Les Suisses ont mis en place depuis très longtemps un portail qui s'appelle Expasi, qui contient beaucoup de choses, très bien rangées, très bien organisées, très bien documentées. Donc, même chose, avant d'aller sur plein de sites, vous pouvez commencer par là. Vous voyez, je vous ai fait un lien, ils ont une page Structural Bioinformatics. Encore une fois, ne cliquez pas tout de suite sans savoir pourquoi vous y allez. Je vous montre juste que ça donne le lien. Parce que, voilà, ils ont même changé la page. Je n'ai pas dû prendre les catégories. Ils ont énormément, énormément de catégories, vous voyez. Donc si vous n'allez pas chercher quelque chose, enfin si vous ne savez pas pourquoi vous allez chercher les choses, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc vous voyez, c'est classé par catégorie ici, mais ils ont vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un très bon portail pour y aller. Il y a normalement les BI, donc les BI c'est très bien, c'est l'European Bioinformatics Institute, et je vous le donne dans le mille, il était en Angleterre, d'accord? Donc le côté européen un petit peu plus compliqué en ce moment, parce que, eh bien, on devrait avoir un certain nombre de choses qui sont à jour, et il y a parfois des petites blagues. Depuis le Brexit, il y a des choses qui ont des comportements un peu bizarres. Donc, je vous le donne parce que c'est toujours officiellement le portail du Centre européen de bioinformatique, mais quel est le devenir? Pour l'instant, ça a l'air de continuer à tourner.
Mais j'ai constaté, moi, des problèmes parfois de fonctionnement. Alors, donc la partie pratique, il y a au moins pour l'instant l'acétylcholinestérase de serpent que certains d'entre vous vont faire en TP. Donc pour eux, ça peut être intéressant de faire ce TP-là. Je dis, je vais essayer de produire un distanciel qui sera peut-être plus sur le Covid, ça aura le double intérêt de vous présenter ce que l'on connaît et puis de pratiquer sur peut-être quelque chose qui vous parlera plus dans les temps actuels. Et puis maintenant, il nous reste un tout petit peu de temps, pas trop, mais oui, voilà, j'ai un peu moins de 10 minutes, pour terminer sur, évidemment, le SARS-CoV-2. Donc le SARS-CoV-2, c'est le syndrome respiratoire aigu du coronavirus 2, ce qui veut dire qu'il y avait évidemment le coronavirus 1, il y a aussi le MERS et le SARS, premier du nom. Il y a eu aussi des virus de Hong Kong qui datent des années 60-70. Donc, en fait, ce coronavirus n'est pas nouveau, d'accord? Cette version du coronavirus est un cousin de plein d'autres qu'on a depuis des années auxquels on est confronté. Et donc, par contre, évidemment, il a un potentiel infectieux qui a fait que ça a déclenché l'épidémie que vous connaissez, avec donc un début en 2019 et puis 2020 avec ce qu'on a connu. 2021, j'ai mis 3 petits points parce qu'on comprend bien que, vu sa diffusion mondiale, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, malheureusement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le SARS-CoV-2 parce que j'adorerais faire ça, mais il faudrait 3 heures. Je vous présente juste rapidement quelques éléments du cycle de réplication et je vous ai mis un lien vers un article que j'estime être vraiment bien fait, d'où vient cette publi, de quelqu'un qui travaille sur les coronavirus depuis longtemps, donc pas uniquement pour cette année, mais qui travaille déjà avant l'épidémie de SARS-CoV-2 parce que, comme vous le savez, il y a déjà eu plusieurs épidémies, donc les gens travaillent dessus depuis des années. Alors le coronavirus, qu'est-ce qu'il fait? C'est une espèce de petite bille qui contient des pics, donc les protéines spike, spicules en français, ce qui va lui permettre de s'accrocher à la surface de nos cellules, principalement par le récepteur de l'angiotensine converting enzyme 2, la CE2, ce qui va lui permettre de rentrer dans la cellule. Et la caractéristique de ce virus, c'est qu'il a un brin ARN qui fait 30 kg base, 30 000 paires de bases, 30 000 bases, pardon, il est monocaténaire. Et c'est un ARN que la cellule va pouvoir traduire tout de suite. C'est un brin positif. Donc ce n'est pas une rétrotranscription comme pour les HIV, ce n'est pas un virus à ADN, c'est vraiment un ADN, il rentre dans la cellule, hop, il est exprimé tout de suite, ce qui lui permet de court-circuiter assez vite la machinerie cellulaire. Donc il y a beaucoup de choses dans ce virus, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer un petit peu des connaissances importantes, peut-être que vous n'avez pas vu présenter encore comme ça, donc je pense que c'était intéressant de vous donner une vue d'ensemble, et puis je vais vous montrer ce qu'on connaît. Et vous allez voir que c'est extrêmement impressionnant. Donc ce mécanisme-là, il est partagé par beaucoup de coronavirus. Ce n'est pas uniquement ce coronavirus, d'ailleurs c'est toute une famille de bêta-coronavirus qui ont donc cette allure de couronne. Pourquoi? Parce que vous avez une espèce de bille sphérique, vous la coupez, donc ça fait comme un rond, et puis vous voyez bien les épines, donc ça fait comme une couronne, si vous le regardez en coupe. Donc il y a la réplication, il y a la transcription directe de protéines du virus, mais on va aussi avoir l'expression de pas mal de protéines qu'on appelle NSP, donc non-structural, donc qui ne servent pas à faire la forme du virus, mais qui servent à plein d'autres choses, y compris à un petit peu détourner le fonctionnement de la machinerie cellulaire pour que plutôt du virus soit traduit que nos propres protéines, y compris pour aller court-circuiter d'autres voies de réparation. Donc il y a beaucoup de choses dans ce petit génome pour nous embêter, en fait, pour embêter nos cellules. D'accord ? Alors, cette vue-là, je trouve que c'est celle qui est la plus parlante pour expliquer la structure du virus. Parce que là, vous commencez à avoir une image d'artiste, il y a une partie qui est quand même artistique, avec des choses que l'on connaît vraiment. Et donc, par exemple, l'espèce de petit coton-tige que vous voyez en bleu et gris, là, eh bien, c'est vraiment la structure des protéines du virus telles qu'on les connaît. La protéine spike, alors il n'y en a pas qu'une, comme ça, il y a beaucoup d'états, mais vous avez vraiment les éléments. Vous avez des protéines de membrane, vous voyez, qui traversent la membrane qui est mentionnée ici avec des lipides. Là. Cette protéine de membrane, elle va servir à retenir l'ARN qui lui-même est empaqueté. Alors, vous voyez, on dirait un gros serpent. Alors, est-ce que c'est vraiment cette forme-là? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais les protéines qui sont présentes ici, en gris, servent à s'enrouler les unes sur les autres pour mettre ce qui est précieux, c'est-à-dire l'ARN en plein milieu, qui est en rouge, là, le petit tortillon là. D'accord? Donc la structure exactement, est-ce que ça fait un tortillon comme ça? Personne n'est... Je ne suis pas bien sûr que ce soit très clair. Par contre, vous êtes sûr que l'agencement globalement, en espèce de serpent avec l'ARN au milieu, ça on connaît, on sait exactement.
La structure de la protéine d'enveloppe que l'on voit là, qui joue un rôle aussi dans l'acidification, l'entrée de calcium, etc., on connaît sa structure. Elle a été déterminée par RMN. La protéine spike, on la connaît. En fait, toutes celles que vous voyez mentionnées, vous voyez qu'il y en a plein d'autres, hein, SP10 et 16, et vous avez l'échelle ici 10 nanomètres, eh bien, tout ça, on les connaît. Et ce qui est important, c'est de voir cette échelle-là. La fameuse protéine spike ici, eh bien, vous avez la cellule en face, donc nos cellules qui sont mentionnées en bas. Et donc, le récepteur ACE2, eh bien, vous avez la taille du récepteur par rapport à la protéine spike. Vous voyez que la protéine spike, elle est plus grosse que le récepteur. Et alors là, on ne voit pas très bien, mais je vais vous montrer un petit peu après. En fait, c'est un trimère. Donc, ça comprend 3 extensions qui vont venir faire un grappin sur le récepteur. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est incroyable de reconnaissance non seulement du récepteur, mais en plus de préhension, de venir se fixer sur le récepteur. Et donc, je vous ai parlé juste de la petite étape qui est là. D'accord? C'est ça que je viens de vous montrer. Uniquement celle-là. Donc après, c'est vrai qu'on connaît plein de choses là-dedans. Et donc, en détail, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voilà le génome dans son ensemble. D'accord? Je vous ai dit, ça fait presque 30 000 paires de bases, un tout petit peu moins, 29 700 quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un ARN monocaténaire. Donc, là, il est traduit quasiment d'un bloc. C'est ce que vous voyez ici. Hein? À partir de cette séquence génomique, vous avez une séquence protéique qui va donner donc deux grosses polyprotéines, ORF1A et ORF1B, et puis plein d'autres petites protéines, donc la fameuse protéine spike, d'enveloppe, la protéine M, et puis j'arrive pas à lire, 3A, etc. D'accord? Donc, vous avez en fait un premier passage qui vous donne pas mal d'éléments qui vont être très très vite actifs dans la cellule. Et puis ensuite, parmi les protéines qui sont là, on va avoir une protéase qui va venir cliver ce grand polypeptide qui fait plus de 5000 acides aminés en petites protéines indépendantes qui vont chacune jouer un rôle soit dans la fonction du virus, soit dans l'inactivation de certaines défenses de notre cellule. Et vous voyez que tout ça, là, c'est encore une fois un peu une vue d'artiste en termes de représentation, mais c'est bien basé sur des structures qui ont été résolues du virus. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez là, on les a. Et rappelez-vous bien qu'en début de l'épidémie, on n'avait que le génome. On n'avait que cette information-là, et voilà ce qui a été fait à très grande échelle. Alors je vais vous montrer, donc je me suis arrêté sur cette image-là, parce qu'après je vais vous montrer en direct ce que ça donne sur le lien que j'ai mis avant. Ok, voilà, je vous l'ai mis là. Je pense que la bande passante, ça va. Ok. Parce qu'en fait, c'est impossible de vous dire un chiffre à un moment donné, ça change tout le temps. 1000 structures en un an, ça veut dire beaucoup par jour. Hein. Et donc, on va avoir énormément de résolution. Et vous voyez la fameuse illustration de la microscopie électronique. À quoi a servi la microscopie électronique? Eh bien, justement, on n'avait pas le détail des acides aminés, mais dans un premier temps, ce n'était pas très grave. On voulait voir la forme qu'elle avait, cette fameuse protéine spike. Et vous avez énormément de structures qui sont là. Vous avez sur ce site la présentation tridimensionnelle des protéines avec les fameux polypeptides, vous voyez, R1A, R1AB, qui vous donnent toutes les protéines qui sont non structurelles, donc qui jouent un rôle fonctionnel, la polymérase, la transcriptase, etc. Et après, vous avez en plus, donc quand vous cliquez sur les éléments, vous avez toutes les structures qui sont sorties. Vous voyez, par exemple, là, c'est le 11 janvier 2020. Donc très très vite. Très très vite, on a eu des premières structures. Et donc, quand les gens ont dit, non mais attendez, comment on peut avoir des structures, comment on peut avoir des molécules? Eh bien, c'est parce que déjà, dès février, on a commencé à avoir les premières structures des protéines qui sont arrivées, à la fois par microscopie électronique, et puis par cristallographie rayons X, comme je vous ai indiqué. Et donc, vous voyez que ici, alors je vais en cliquer sur une juste pour vous montrer. Oui, peu importe, voilà. Donc, on a plein de structures, y compris la protéase, y compris à quel endroit se fixent des inhibiteurs. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est la protéine d'enveloppe. Vous voyez que ça fait des espèces de petits tortillons, là, ça traverse la membrane. Et on en a encore plein d'autres, hein, d'accord? Donc, on connaît tout ça. En plus, des modèles ont été faits. Vous voyez, c'est le Swiss Model, c'est le site que je vous ai donné. Et donc, sur ce site, vous avez un résumé. Alors, je vais essayer de retrouver rapidement un dernier point pour vous montrer comment on peut faire le lien entre de la modélisation et la structure. Si je retrouve Samsung Connect, SARS, voilà. Hop. Donc, très vite, ça c'était en mars l'année dernière. Eh bien, cette image-là, vous la connaissez, d'accord? C'est une image qui a été mise en place par le NIH très rapidement
pour illustrer, voilà, on avait le droit de la réutiliser parce que ça permettait d'avoir une vue labellisée et validée du récepteur. Donc vous voyez bien que c'est un récepteur qui fait une espèce de triangle là, et on reconnaît bien dans les coins, en fait, c'est 3 éléments différents, mais de la même protéine, Spike. Eh bien, grâce à ce logiciel, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une structure qui était connue. Je vais faire le lien pour vous montrer que on peut aller voir en détail, et c'est peut-être ça que je vous permettrai de faire en distanciel, enfin je vous expliquerai comment faire. Okay, donc voilà comment ça se présente. Hein. Vous avez le fichier, vous avez les éléments, vous pouvez même interagir avec la séquence pour voir un peu ce qui se passe. Vous pouvez cliquer ici pour voir la structure en 3D, voilà, si vous faites le 3D View. Donc ça, j'installe rien du tout, vous pouvez le faire directement sur votre logiciel, enfin sur votre navigateur, d'accord. Vous pouvez tourner en 3D, vous pouvez voir la tête que ça a. Donc c'est formidable, les ordinateurs modernes, on peut faire plein de choses avec. Et donc ça, vous voyez, c'est vraiment très précis. Hein. On a les feuillets, on a les hélices, on voit un peu les éléments. Alors vous n'avez peut-être pas l'habitude, donc je vais le dire très vite. Mais vous voyez qu'on a un domaine ici, on a un domaine ici. Et en gros, le récepteur ACE2, il est en haut là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire grâce aux structures connues? Donc vous voyez qu'ils ont représenté avec des couleurs un peu différentes. Ils les ont montrées sous différents angles. Et puis, je pense que vous aurez compris, une fois que vous aurez vu cette vidéo, comment le petit virus... Vous voyez, ils ont fait une rotation en 3D pour montrer comment tout ça s'était constitué. Eh bien, comment le petit virus arrive à s'accrocher à nos cellules? Regardez le mouvement de la zone bleue, là. Eh bien, voilà. Je vous ai dit que ce qui était important, c'était de comprendre le mouvement en 3D des macromolécules. Si vous regardez uniquement le mouvement en 2D, si vous regardez uniquement une image, vous avez du mal à comprendre comment ça se passe. Mais là, grâce à des logiciels comme ça qui permettent de faire l'animation basée sur des vraies structures, eh bien vous voyez que ça fait une espèce de crochet qui vient s'ouvrir et se fermer. Alors, ils l'ont fait que pour un, mais bien sûr, il y a les 3 qui font la même chose. Et par exemple, une des mutations qui a un peu défrayé la chronique et qui peut-être a été responsable de l'épidémie de mars l'année dernière, c'était la fameuse mutation D614G. Et il a été prouvé, ça vient de sortir, hein, que cette mutation, eh bien, vous voyez, le mouvement de balancier que vous observez, elle est probablement plus ouverte. Donc ça veut dire que la protéine est peut-être plus facilement capable de reconnaître un récepteur parce qu'elle est déjà ouverte en fait. Elle est plus ouverte que là, alors que là c'est un mouvement vraiment de balancier. Et vous voyez que tout bouge, hein. Il n'y a pas que ça qui bouge, il y a d'autres endroits. Mais c'est un des éléments, voilà, vous avez le détail au-dessus. Donc là c'est vu de côté, et puis là c'est vu du dessus. Donc en gros là vous êtes le récepteur ACE2, et eh bien vous êtes attrapé par le virus, quoi. D'accord? Voilà. Donc voilà, ils ont l'illustration sur plusieurs endroits et puis ils vous montrent avec leur logiciel comment c'est fait. J'avais une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Ah, oui, voilà. J'ai eu l'occasion de le montrer à d'autres étudiants, je crois que c'est important que vous le sachiez, que vous alliez voir ça aussi. Il y a un site, suite au HIV, on a compris qu'il fallait rassembler un travail très important. Je vous ai dit que c'est un travail phénoménal. Donc ce site s'appelle gisaid.org. Donc c'est un site où les scientifiques du monde entier peuvent soumettre les séquences qu'ils détectent par séquençage. Donc je vous ai expliqué qu'on pouvait faire ça, c'est de la routine dans les laboratoires. À Nantes, on a des séquenceurs que l'on peut utiliser pour faire ça. Eh bien, très vite, donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a une progression qui est phénoménale. On est passé de une séquence à 750 000 aujourd'hui. Et ce chiffre ne fait que changer, c'est-à-dire que vous revenez demain, il sera à 552 000. On est donc à un demi-million de séquences uniquement de ce petit virus, qui n'est rien du tout par rapport à tout ce qu'on connaît, d'accord? Mais ça permet, grâce à la combinaison de technologies, de séquençage, d'analyse expérimentale, de lien avec la structure, de détecter justement quelles sont la répartition de ces variants dans le monde. Et donc là, c'est ce que j'explique au L2, mais je n'ai pas pu vous faire ça l'année dernière, mais cette année, je peux le faire au L2. Voilà une illustration parfaite de ce qu'on peut faire en combinant plusieurs approches, à la fois informatique, bioinformatique et de visualisation, donc classique avec du HTML et du JavaScript. Eh bien, vous voyez que sur ce site, on vous explique que, même si on nous explique qu'il y a le variant anglais, puis le variant sud-africain, puis le brésilien, puis etc., quelle est la réalité? D'accord? N'écoutez pas les journaux, voici la réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est qu'il y a eu un virus qui a été caractérisé par les Chinois très vite, à la fin de l'année 2019. C'est les 2 premiers, et que dès le début, on a 2 séquences qui sont différentes, avec une mutation. D'accord? Dès le début. Et puis ensuite, on commence à avoir d'autres variants qui arrivent, et puis on commence à avoir, au fur et à mesure de la propagation,
un certain nombre de mutations qui apparaissent. Alors, vous voyez, en fait, on n'en parle pas beaucoup de celles-là parce que ce sont des mutations qui apparaissent pas sur la protéine spike, c'est à d'autres endroits. Mais c'est bien des variations du virus qui apparaissent. Et puis à chaque point où vous allez là, bien vous voyez qu'il y a d'autres variants, d'autres variants, d'autres variants, d'autres variants. Parfois c'est le même, parfois il y a des petits changements. Et certains d'entre eux sont sur la protéine spike, mais il y en a beaucoup qui sont à d'autres endroits. J'en ai pris un au hasard, là vous voyez toutes les mutations. Il y en a une sur le RF3A, sur le RF6. Il y a 19 mutations qui sont observées sur cette souche-là par rapport à d'autres. Mais globalement, si on fait ça de manière rigoureuse, vous l'avez sous les yeux, eh bien on peut déterminer la phylogénie de ce virus, comme on ferait avec les espèces globalement, et on voit qu'il y a 8 grandes familles qui se sont réparties dans le monde. Celles qui étaient sorties de Chine, vous voyez que là on arrive en début février, là, eh bien elles ont quasiment disparu, on en retrouve de temps en temps, mais pas beaucoup. Et puis les autres ont pris le pas, donc probablement ici, alors je vais essayer de me mettre sur un point, je ne sais pas si on verra l'info, voilà. Là, on a commencé à avoir des mutations. Vous voyez, par exemple, R203K, G204R. Donc, voici des éléments. On va avoir ici une branche qui va être sur le RF3A. Donc là, ce n'est pas sur la protéine spike, c'est sur une des parties qui joue un autre rôle, etc., etc. Donc voilà, le nombre de variants qu'on connaît, il est très important. La répartition des variants est aussi très détaillé. Vous pouvez regarder sur ce site, vous allez voir, vous pouvez zoomer, c'est super. On voit très bien, ne serait-ce que par les couleurs, que par exemple en Australie et aux États-Unis, la répartition entre les variants n'est pas du tout la même dans la population. Et si vous zoomez, vous allez voir qu'il y a une différence très nette entre la France et l'Angleterre, par exemple. Je vais essayer de le faire avec comme ça. Donc voilà. OK ? Donc, c'était pour revenir sur la séquence pour conclure. Je pourrais vous dire plein de choses sur la protéine, c'est super. Je vous conseille, si vous voulez creuser un petit peu, il y a Madame Glosinger, qui est celle que je vous ai mise comme référence ici, là, dans l'article. Je vous l'ai dit à la fin. Donc parmi les personnes qui sont là, si vous voulez voir tout ce que fait le virus pour contrer nos éléments, vous pouvez taper Britt Glosinger ici, là, voilà, c'est son nom. Vous pouvez regarder, il y a une vidéo ce soir, au lieu de regarder Netflix, regardez ça, vous allez voir, c'est super. Vous faites ça, hop, zut, alors j'ai pris trop de choses. Vous faites Britt Glosinger sur YouTube. Tac. Vous faites ça, et vous allez voir qu'elle a des vidéos qui sont très bien faites. Ah oui, alors il m'a mis n'importe quoi, voilà. Voilà, je suis sur compte, voilà, ok. Et donc, parmi celles qui sont présentes, alors j'en ai regardé plusieurs, mais vous allez voir, elle est super. Je pense que, voilà, celle-là, je croyais vous avoir mis le lien, mais je ne sais plus. Elle vous présente toute la biologie moléculaire. Vous voyez que c'est le 24 mars 2020. Donc il y a 1 heure de vidéo. Franchement, allez voir ça, c'est super. Vous apprendrez plein de choses. Vous verrez un peu la complexité des virus. Vous allez voir justement tout ce que je vous ai expliqué sur ce qu'on connaît. N'écoutez pas les journalistes qui vous disent on connaît rien. On connaît plein de choses. Eux ne savent pas lire, c'est tout. Mais dans la vraie vie, les scientifiques font leur boulot. Et donc, est-ce que ça vient du pangolin, de la chauve-souris ou du vison, je sais pas. C'est très compliqué à savoir. Mais par contre, on sait qu'il y en a plein des coronavirus qui traînent, d'accord ? Que celui-là, c'est un parmi tant d'autres. Bon, il a fait la pandémie qu'on connaît, mais il y en a probablement plein d'autres. Et vous avez aussi pas mal de liens, encore une fois, avec la structure. Vous voyez, vous allez retrouver des petits schémas. Et le détail de certaines protéines qui étaient déjà connues. Vous retrouvez encore des schémas que je vous ai montrés. OK ? Donc voilà, et vous avez encore plein de liens avec la structure, voilà, comment se fait la polymérase, enfin, c'est formidable. Voilà, donc je m'arrête là parce que sinon on va être mis en prison. Et puis j'espère que ça vous a plu. J'essaie de vous donner un essentiel pour faire ça tranquillement, à tête reposée sur des petits exemples, pour familiariser avec le logiciel et puis voir l'intérêt de la structure et faire la correspondance entre les fameux variants qu'on vous donne et puis le résultat. Donc voilà, donc je souhaite aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait être là en présence. J'ai normalement enregistré la vidéo, j'espère. J'essaie de la mettre dès qu'elle est disponible. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt en présentiel, j'espère en TP, au mois de mars. Voilà, bonne soirée à tout le monde.